Bonsoir Georges Tron. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État à la fonction publique. Et avant d'évoquer la question des CRS, la question des contractuels dans la fonction publique, il y en a 870 000 et c'est une question qui est en train d'être discutée. Un mot peut-être sur Jacques Chirac, vous connaissez, vous l'avez vu récemment? Oui, je l'ai vu il y a quelques semaines. Je le connais bien. J'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années auprès de lui. Oui, je le connais bien. J'ai dîné dernièrement avec son épouse dans une manifestation dans ma commune. Et comment vous l'avez trouvé? Est-ce qu'il sera capable de supporter le procès qui est d'ores et déjà donc prévu pour le 7 mars prochain? Je crois qu'il est tout à fait capable de supporter le procès. Je crois qu'il est tout à fait capable de se défendre. Et je crois qu'en fait, il n'a aucune envie de s'y soustraire. Commenter la santé de Jacques Chirac aujourd'hui, où il n'est plus aux affaires, n'est pas vraiment au cœur du sujet. Mais en tout cas, s'inquiéter de sa capacité à pouvoir se défendre n'est pas du tout le sujet non plus. Non, mais on a eu le sentiment que c'était un peu peut-être une manœuvre dilatoire, d'évoquer éventuellement des soucis de santé pour ne pas comparaître. Je ne sais pas son état d'esprit. C'est pas son état d'esprit. Et en plus, son avocat l'a dit, et je crois que c'est juste, Jacques Chirac va tout faire pour démontrer son innocence dans cette affaire. Affaire au demeurant, dont je rappelle d'ailleurs qu'elle s'est quand même conclue par un accord avec la ville de Paris. En France, on peut continuer une procédure quand il y a un accord de cette nature. Dans d'autres pays qui ne sont pas totalement sous-développés, les États-Unis par exemple, quand le plaignant retire sa plainte, vous n'avez plus la procédure qui se poursuit. Donc très concrètement, la question est, est-ce que oui ou non, l'accord qui avait été conclu était de nature à faire en sorte de terminer tout cela? C'était, comme dit le proverbe, je ne veux pas tordre les mots, mais c'était un arrangement plutôt qu'un procès. Ça me paraissait très bien ainsi. Un mot donc pardon, de vos dossiers. Et notamment, de façon indirecte, celui des CRS, puisque ils sont donc en grève, pas vraiment en grève, mais en grève de la faim, puisqu'ils refusent, deux compagnies en tout cas, refusent d'être déplacées, d'être fermées, et cela pose des problèmes. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont commenté, y compris l'ancien ministre de l'Intérieur socialiste, Jean-Pierre Chevènement, qui dit tiens, ça interpelle, des CRS qui font la grève de la faim, c'est peut-être qu'ils sont vraiment dans un grand désarroi. Oui, enfin, quand on est un mouvement de protestation, on peut toujours considérer qu'il y a du désarroi. Il ne faut pas non plus grossir les choses. Le sujet est compliqué, essayons de le simplifier. Premièrement, sur Lyon, sur Marseille, l'objectif est de faire la même chose qu'à Paris, c'est-à-dire une police d'agglomération. C'est-à-dire en gros d'avoir une appréciation de l'offre de sécurité au niveau de la communauté, c'est-à-dire du périmètre autour de la ville elle-même, plutôt que sur la seule ville. À Paris, c'est ce qu'on a fait. Donc, la réorganisation sur Lyon et sur Marseille passe aussi par le fait que l'on repense la façon dont les CRS travaillent. Deuxième observation, les CRS en l'occurrence verront évidemment leur poste dans un autre contexte, dans un autre cadre, mais leur poste maintenu. Il ne s'agit pas de dissoudre l'équivalent de 300 emplois. En fait, ils devront renoncer à des primes d'éloignement en quelque sorte. Il peut y avoir, en gros, vous avez très bien vu le sujet, il y a dans leur statut de force mobile, de sécurité, une prime qui est une prime de mobilité, qui est de l'ordre de 30 € par jour. Or, s'ils sont, comme ce projet pourrait aboutir à l'indiquer, s'ils sont au final affectés à un commissariat de sécurité publique, c'est évident que puisqu'ils sont affectés à un commissariat, ils ne sont plus en mouvement et donc il n'y a plus la prime de mouvement. C'est un peu le cœur du sujet. Oui, mais est-ce que le gouvernement a l'intention de céder là-dessus, de proposer des compensations? Je pense que le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, qui est en discussion, lui ou Frédéric Pechnard, avec eux actuellement, est en mesure de pouvoir à la fois répondre à leurs questions et les rassurer. Le vrai sujet, c'est de savoir si on réorganise l'offre de sécurité dans les deux plus grandes villes de France après Paris. La réponse est oui. Est-ce qu'on doit tenir compte de leurs inquiétudes? La réponse est oui. Et puis dans les discussions qui ont lieu actuellement, c'est certainement ce qui peut arriver. Alors, on a le sentiment que toute cette réorganisation de la fonction publique, elle est forte. Il y a beaucoup de choses, ça bouge. Parfois, on ne le voit pas suffisamment, on ne le voit pas très clairement. Merci de le dire. Mais que ça fait évidemment, dans ces mouvements, peut-être de bons aspects, mais aussi beaucoup de chocs, beaucoup d'effets secondaires qu'on n'avait peut-être pas prévus. Peut-être que parfois, ce n'est pas très bien organisé, que dans certains cas, il y a des suppressions de postes, peut-être là où il ne faut pas, et en revanche, il y en a peut-être plus qui restent dans d'autres domaines, et que c'est un peu chaotique. Alors, je pense par exemple à cette question des contractuels qui, maintenant, protestent. Ils sont 870 000 quand même dans la fonction publique.
Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit au début, sauf la fin, si vous me permettez l'expression, et je vais résumer. Est-ce qu'il y a beaucoup de réformes? La réponse est oui. Énormément, il n'y en a jamais eu autant, et les syndicats, comme toutes les formations politiques, le reconnaissent. Mais est-ce que la rapidité des réformes... Attendez, je vais vous y répondre dans l'ordre. Est-ce que toutes les réformes qui ont été menées sont menées sans qu'il y ait des problèmes qui apparaissent ici ou là? La réponse est évidemment non. Et quand on a, par exemple, toute la réorganisation de l'administration déconcentrée de l'État dans les préfectures ou dans les régions, dans les préfectures de département ou dans les régions, évidemment, on peut voir apparaître des problèmes. Il nous appartient de les régler. Troisième sujet, est-ce que néanmoins on doit moins réformer et ne pas mettre le doigt là où ça fait mal, comme par exemple le problème des non-titulaires, c'est-à-dire en fait des gens qui ne sont pas sous statut de fonctionnaire. Il faut continuer... Qui servent un peu quoi, de bouche-trou au quotidien, rapidement, posez là, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Non, il y a 850 000 personnes qui sont contractuelles dans la fonction publique, il n'y en a pas 850 000 qui disent ça. Je vais même plus loin que ça. Dans les 850 000, il y en a beaucoup qui n'ont aucune envie de devenir fonctionnaire titulaire. Donc il faut bien mesurer qu'on n'est pas dans une logique de masse, mais dans une logique qui consiste à régler des situations bien identifiées où des femmes et des hommes qui occupent des emplois permanents de la fonction publique, qui ont une ancienneté supérieure à 6 ans et qui, de par la loi de 2005, pourraient devenir fonctionnaires, ces femmes et ces hommes sont parfois maintenus contre leur volonté dans le statut précaire de CDD. Et c'est cela auquel le gouvernement s'attelle pour pouvoir régler ces problèmes. Sous la pression d'un certain nombre de syndicats et d'un certain nombre de cas particuliers qui ont posé des problèmes. Non, tel grief, la pression de personne, parce que c'est un sujet dont le président de la République s'est emparé en premier, c'était le 25 janvier 2010. Il a demandé au gouvernement de réfléchir à ça. Nous avons ouvert avec mon ami Éric Woerth les discussions à ce sujet au mois de juin l'année dernière, sans aucune pression. Nous discutons à peu près 2-3 fois par semaine, François Baroin et moi-même, avec les organisations syndicales. On est à peu près d'accord, je crois, sur les 4/5 du sujet. Il y a un 5e de point que la discussion en cours va permettre de régler. Et je pense, sans être optimiste démesurément, que d'ici la fin de l'année, il y aura un texte de loi au Parlement qui aura permis de régler la situation de ces femmes et de ces hommes qui sont en situation de précarité que rien ne justifie. En revanche, je le répète, il ne s'agit pas de titulariser 850 000 contractuels en gros, de l'État. vous nous dites, on ne va pas rajouter un nombre de fonctionnaires, alors que par ailleurs, on fait la politique de la suppression d'un poste sur 2 fonctionnaires. Oui, ça serait très illogique. Oui, ce serait illogique, mais ce n'est pas le même sujet, si vous voulez. Le sujet, en l'occurrence, c'est de faire en sorte que la fonction publique, dont une grande partie, pour ne pas dire la totalité de nos concitoyens, considèrent qu'elle apporte beaucoup de garanties, il s'agit pour nous de faire en sorte que cette fonction publique ne perdure pas dans des situations d'inéquité. C'est le cas des non-titulaires, c'est le cas des femmes, hôtel Krief. C'est le cas des femmes qui n'accèdent pas aux responsabilités, pas plus dans la fonction publique que dans le privé. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on va régler. Il y a un rapport qui va être remis au président prochainement. C'est le cas des personnes handicapées. On est loin encore, enfin on est loin, on s'en approche, mais on n'est pas aussi % de personnes handicapées dans l'emploi public. Et puis en dernier lieu, c'est tout le problème, si vous voulez, de l'ascenseur social qu'il faut remettre en marche, de telle façon que des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont issus des quartiers difficiles en particulier, puissent avoir accès aux concours de la fonction publique, les grands concours de l'École nationale d'administration, l'INSET, les IRA, exactement dans les mêmes situations que des jeunes qui sont en situation sociale plus facile. Voilà, donc un petit peu en faire une fonction publique plus exemplaire, plus alors juste, que plus équitable. Tout de même, quand je vous disais, ces réformes, elles s'enchaînent. Et par exemple, il y a un des problèmes, c'est que souvent, beaucoup d'élus se plaignent de la suppression de postes de policiers. C'est-à-dire qu'on a un discours au gouvernement pour la sécurité, et en même temps, il y a un grand nombre de suppressions de postes de policiers. Et lorsque vous rencontrez des élus locaux, vous en êtes un aussi, bien, c'est une des premières choses dont ils se plaignent. Comme si il y avait eu peut-être des suppressions à la hache, et il faut avoir le chiffre, et pas vraiment une réalité concrète. Il y a une réorganisation de l'utilisation des policiers, ce n'est pas la suppression des policiers. Quand vous avez, par exemple, des policiers dont la majorité de la journée se passe à être en mouvement entre la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, policiers ou gendarmes, et le palais de justice de Paris, ils ne sont pas affectés à la sécurité sur la voie publique. Quand vous avez des policiers qui sont de faction dans des bâtiments publics pendant des heures entières, même topo. En gros, ce que l'on souhaite, c'est aboutir à faire en sorte qu'il y ait plus de présence sur le terrain et moins de formalités qui accaparent une partie de leur temps. Et donc une durée du travail qui sera supérieure, puisque c'est une des questions pendantes depuis des années sur la durée du travail des policiers. Une réorganisation du travail qui sera radicalement changée, de telle sorte qu'on n'ait plus cette dispersion des missions et qu'on soit en mesure de répondre à un besoin recensé sur le terrain et non pas dans des tâches annexes qui sont vraiment, comment dit-on, chronophages, enfin qui leur prennent en tout cas beaucoup de temps. Merci beaucoup Georges Tron. Voilà un petit peu ces chantiers de la fonction publique. Merci d'être venu en parler sur BFM TV.